La marche de l'histoire mène à la réunification de la Chine et à la renaissance de la nation chinoise. Jamais nous ne renoncerons à l'emploi de la force. Les autorités de Pékin ne doivent pas sous-estimer la force de la démocratie taïwanaise. Taïwan assumera ses responsabilités et se défendra elle-même. La résolution du problème taïwanais ainsi que la réunification complète de la Chine sont les missions historiques du Parti communiste chinois et un engagement inébranlable. Nous préserverons fermement notre souveraineté. Nous défendrons la liberté et la démocratie et protégerons notre sécurité nationale. De part et d'autre du détroit de Taïwan, une bataille des récits est engagée entre Taipei et Pékin. Une démonstration de force à haut risque entre deux capitales rivales. Le résultat d'un accident de l'histoire 7 décennies plus tôt. En 1949, le général Chiang Kai-shek et son armée fuient la Chine devant l'avancée des troupes communistes de Mao Zedong. Ils s'embarquent pour Taïwan et y imposent leur pouvoir. L'île devient la République de Chine. Elle doit servir de bastion à la reconquête du continent. Mais rien ne va se passer comme prévu. 70 ans plus tard, Taïwan est devenue une nation et une démocratie modèle. Alors que Pékin a fait de sa conquête un objectif absolu et symbolique, l'île cultive sa spécificité. 24 millions d'habitants s'éloignent du continent inexorablement. La rupture du statu quo fait courir au monde le risque d'un conflit généralisé. Les montagnes de Taïwan sont le secret le mieux gardé de la belle île, sa colonne vertébrale. Elles servent aussi de refuge aux aborigènes du pays, lointains cousins des peuples d'Océanie. 16 tribus et 16 langues qui ont survécu tant bien que mal aux assauts successifs des colons. Discriminés, dépouillés de l'essentiel de leurs terres, les aborigènes ne forment plus que 2% de la population. 500 000 personnes qui font l'objet en période électorale de toutes les attentions. Cette assemblée de retraités accueille l'une des personnalités aborigènes les plus célèbres de Taïwan. Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Super. Vous savez que je suis de la tribu Amis, donc ma langue natale est l'Amis. Et je sais qu'ici, vous parlez Drogu, c'est ça ? Kolas Yotaka, 38 ans, est l'actuelle porte-parole de la présidente de Taïwan. Elle se présente au poste de gouverneur du district de Hualien, à l'est de l'île, sa région natale, pour la première fois. Je voulais que vous me voyiez en personne, car je ne porte pas de maquillage aujourd'hui. Et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bon, super. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une belle réussite. Ce matin, la candidate assiste à un concours de chant et c'est elle qui doit ouvrir le bal. Faites comme vous voulez. Les plus âgés peuvent aussi danser avec nous, ok ? Très bien. Alors, levez les mains, dansons ensemble. Je vais vous interpréter une chanson de Fong Fei Fei qui s'intitule « Aime-moi d'amour ».
Kolas Yotaka a choisi une chanson en mandarin et pourtant, elle ne se considère pas comme chinoise. Cette ancienne présentatrice de la télévision aborigène est l'un des visages du renouveau culturel des tribus. Les chants, la danse, ce sont des moyens d'expression très importants chez nous pour communiquer nos émotions et transmettre notre histoire, car nous n'avons pas de système d'écriture. Beaucoup d'étrangers ignorent qu'il existe des tribus aborigènes à Taïwan. Ils pensent que les Taïwanais sont chinois. C'est faux. Il y a 16 tribus à Taïwan. J'appartiens à la tribu Amis, la plus peuplée des tribus. Ma famille a traversé toute l'histoire coloniale taïwanaise. Au début, il y a 400 ans, les aborigènes étaient les seuls à vivre sur l'île. Puis les Espagnols sont arrivés. Ensuite, les Hollandais se sont installés pour le commerce. Puis la dynastie mandchoue des Qing. Et puis, en 1895, les Japonais ont attaqué et défait les Mandchous et se sont emparés de Taïwan. Mon grand-père était japonais. C'est pour cela que je m'appelle Yotaka. C'est un nom japonais. C'est le nom de mon père. La conquête japonaise débute en 1895. Taïwan est alors connue sous le nom de Formose, la belle île en portugais. Les nouveaux maîtres bâtissent monuments et infrastructures et font de l'île tropicale le jardin de l'Empire. Langue et nom japonais obligatoires. Ces images d'archives exceptionnelles ont été tournées dans les années 1930. Les tribus conservent certaines de leurs coutumes. Elles doivent néanmoins rendre un culte à l'empereur du Japon. Toute contestation est sévèrement réprimée. Du gaz moutarde sera employé pour punir une tribu. Après la capitulation japonaise en 1945, l'île revient à la République de Chine, qui envoie l'armée prendre possession de Taïwan. Les nouveaux maîtres imposent à leur tour l'usage du mandarin et bannissent les noms à consonance japonaise. Ce n'est qu'en 2005 que Kolas Yotaka a pu retrouver l'usage de son nom. Elle fait campagne sur son identité aborigène. La candidate a reçu l'investiture du Parti démocrate progressiste. La présidente de ce même parti a été la première chef d'État de Taïwan à formuler des excuses officielles aux tribus et à reconnaître leur apport à l'identité de l'île. Après 400 ans de colonisation, Taïwan a fusionné toutes ces histoires pour former une identité spécifique. Cette identité repose sur des cultures, des spiritualités, des langues et même une nourriture et une façon de vivre qui nous sont propres. Kolas Yotaka incarne ce nouvel ADN taïwanais, ouvert, inclusif, démocratique. Une provocation aux oreilles de Pékin. Une révolution aussi face à la conception traditionnelle de l'identité de l'île imposée par le généralissime Chiang Kai-shek. Son mémorial, grandiose, trône toujours au centre de Taipei, la capitale. À chaque heure, des sentinelles paradent aux pieds de l'ancien dictateur, dont l'héritage est aujourd'hui controversé.
Né au sud de Shanghai à la fin du 19e siècle, le général Chiang Kai-shek est Premier ministre de la République de Chine lorsque le Japon part à la conquête de la Chine dans les années 1930. Il prend la tête de la résistance armée. Le militaire incarne alors son pays aux côtés des alliés américains et britanniques, Roosevelt et Churchill. Après la reddition du Japon en 1945, Chiang Kai-shek est élu président de la République de Chine. Mais une guerre civile l'oppose bientôt à ses anciens alliés communistes, menés par Mao Zedong. Though Chinese is still fighting Chinese, the communist victories which began in Manchuria have now spread their control over a vast area south to the Yangtze River. Their dominance in North China is rendered complete with the fall of Beiping. En septembre 1949, les troupes communistes entrent dans Pékin. Mao Zedong triomphe. La déroute nationaliste est totale. Les étrangers quittent le pays et Chiang Kai-shek leur emboîte le pas. Il emporte dans sa fuite une grande partie des trésors de la cité interdite et 2 millions de soldats nationalistes et leurs familles. Direction Taïwan, sous la protection de la 7e flotte américaine. Taipei devient la nouvelle capitale de la République de Chine, seul gouvernement légitime alors pour la communauté internationale. Désormais, 2 Chines se font face. Avec l'argent de l'Amérique, le général va d'abord lancer une vaste réforme agraire. Les rendements explosent, point de départ d'un développement rapide de l'économie. C'est ce qu'est venu constater en 1960 Ike, le président américain Eisenhower, le protecteur et parrain de l'île anticommuniste. Le vieux général meurt en 1975, un an avant Mao. La reconquête n'a pas eu lieu, mais Taïwan a gagné la compétition économique. La richesse par habitant y est alors 5 fois plus importante qu'en Chine continentale. Un écart qui explose les années suivantes sous la houlette du fils du dictateur, Chiang Ching-kuo. Il lance un plan d'investissement massif dans les infrastructures. Les entreprises occidentales affluent, c'est le fameux Made in Taiwan. Quelles sont les conditions de travail pendant ces usines? Travaillez combien d'heures par jour? Normalement 10 à 12 heures par jour et 7 jours par semaine. Ils n'ont pas de jour de repos? Ils ont par mois 3 jours maximum. Et quand il y a trop de travail? Ils travaillent toujours. Hein? Toute opposition est bannie et les prisons sont pleines, comme le rapporte un reportage de la télévision suisse tourné en 1967.
Dans les prisons de l'île, les 5 polices du régime enferment tous ceux qui s'écartent de la ligne officielle. Beaucoup de ces hommes sont des Formosans qui considèrent les 2 millions de Chinois continentaux venus en 1949 comme des occupants. Ils contestent aux métropolitains le droit de faire la loi dans leur île. La répression avait débuté dès l'année 1947 avec l'écrasement d'une série de manifestations hostiles au nouveau pouvoir nationaliste. Connu sous le nom d'incident 228, ce massacre originel fit entre 18 000 et 38 000 morts. Entre 1949 et 1988, pendant les années de loi martiale, le régime a mis sous les verrous près de 140 000 prisonniers politiques et condamné 3 000 à 4 000 d'entre eux à la peine de mort. Leurs noms sont inscrits à l'entrée de cette ancienne prison transformée en musée, le mémorial de la Terreur blanche. C'est l'expression choisie par les historiens pour qualifier cette période longtemps taboue. Si le cinéma taïwanais s'est emparé de cette histoire dès la fin des années 1980, ce n'est que récemment qu'il la raconte au féminin, en mémoire des centaines de femmes emprisonnées par le régime. Elles adoraient lire. Elles avaient de grands idéaux. Mais elles ne savaient pas que ces idéaux les conduiraient à se faire arrêter et à se faire déporter. Si elles n'avaient pas été arrêtées, elles auraient pu tomber amoureuses, elles auraient eu des petits amis, elles auraient pu continuer leurs études, elles auraient eu un avenir brillant. Elles auraient fait partie du premier groupe de femmes intellectuelles de Taïwan et auraient pu éduquer la génération suivante et obtenir davantage de droits pour les femmes taïwanaises. Zero Cho, une réalisatrice taïwanaise connue pour ses films féministes, vient de consacrer un long métrage à cette histoire. Les clichés pris sur le tournage sont exposés dans le musée. Le film raconte l'histoire de 3 femmes emprisonnées dans les années 1950 et déportées dans la prison de Green Island, une île située au large de Taïwan dans l'océan Pacifique. 3 femmes dont le profil est basé sur des personnages réels. Avant de réaliser le film, j'ai fait beaucoup de recherches historiques. J'ai dû lire une trentaine de livres. Et bien sûr, j'ai vu beaucoup de photos. Parmi elles, il y avait celle de 14 prisonniers condamnés à mort. Ils étaient dans différentes prisons et sans se consulter, ils ont tous eu la même réaction avant leur exécution. Ils ont fait un sourire aux photographes. Leur intégrité et leur noblesse de cœur sont inimaginables. C'étaient des rebelles. J'ai mis cet esprit de résistance dans l'une de mes héroïnes. Je voulais que les spectateurs se demandent comment ils auraient réagi à leur place s'ils avaient été emprisonnés pour des raisons politiques. Bienvenue à l'avant-première du film Untold Her Story qui sort demain en salle. Et c'est au tour de la réalisatrice Zero Cho de fouler le tapis rouge. Ce soir, aux côtés de plusieurs victimes, un hôte de marque s'est déplacé, le vice-président taïwanais. Le second personnage de l'État, élu du Parti démocrate progressiste, est venu apporter son soutien au producteur du film, un ancien homme politique qui est aussi le fils d'une victime de la Terreur blanche. Et maintenant, je vous invite tous à rejoindre la salle de projection.
Dans le film, vous constaterez que le dictateur est la seule source du mal pour les victimes, et même pour les complices du régime. J'aimerais que les spectateurs comprennent la chose suivante. Tant que notre pays ne prend pas la mesure du mal infligé par l'ancien dictateur, justice n'aura pas été rendue. Si ce processus continue à être retardé, c'est toute notre démocratie qui en pâtira. Ce débat sur l'héritage de Chiang Kai-shek est une constante à Taïwan depuis la fin de la dictature. « 1996, les premières élections libres se tiennent à Taïwan après 50 ans d'autoritarisme. C'est le fils du despote qui a souhaité cette transition démocratique en douceur, un moment historique. Et c'est son successeur, le candidat du parti nationaliste qui est élu, Lee Teng-hui, un technocrate né sur l'île. Le nouveau président vide les prisons et engage plusieurs réformes pour mettre fin au régime autocratique. Mais il faudra attendre l'alternance politique pour voir le visage de Chiang Kai-shek s'éclipser de l'espace public. La plupart des statues de l'île ont été déplacées dans ce jardin public dans les années 2000. Mais la figure du dictateur reste présente sur certains billets et certaines pièces de monnaie, et cela ne devrait pas changer de sitôt. Refus catégorique du Kuomintang, le parti nationaliste, l'un des deux grands partis de l'île, qui fait toujours trôner Chiang Kai-shek dans son hall d'accueil. Seul mouvement politique autorisé pendant la dictature, le Kuomintang refuse de désavouer son ancien mentor. Comme vous le savez, une commission a conclu qu'il fallait entièrement retirer Chiang Kai-shek de l'espace public taïwanais. Quelle est la position officielle du Kuomintang à ce sujet ? Je pense que le Parti démocrate progressiste a déjà retiré suffisamment de statuts. Le Kuomintang pense qu'il ne faut pas oublier les nombreux apports de Chiang Kai-shek en raison de certains chapitres historiques. Ils ont déjà commencé à changer les livres scolaires. On n'enseigne plus l'histoire de la Chine, par exemple. On n'enseigne plus notre passé. Ce n'est pas bien. Cela aura des conséquences néfastes pour la nouvelle génération. Ces dernières années, le Kuomintang est devenu le champion de l'identité chinoise de l'île. Il promeut une attitude conciliante vis-à-vis de Pékin, l'ancien ennemi communiste. En 2015, le président Ma Ying-jeou, numéro 1 alors du Parti nationaliste, était allé serrer la main du président Xi Jinping à Singapour. Une rencontre historique qui a fait polémique au sein même du Kuomintang. Alors que la jeunesse du parti se vit taïwanaise, la vieille garde soutient une unification rapide avec le continent. Beaucoup de gens considèrent que le mot Chine est un gros mot. Mais pour moi, c'est un atout. Parce que la Chine n'est pas le monopole du Parti communiste chinois. La Chine, c'est 5000 ans d'histoire. Et les deux côtés du détroit de Taïwan appartiennent à la Chine. Donc, en réalité, ces deux côtés sont en état de partition. Mes idées ne sont peut-être pas majoritaires à Taïwan, mais je pense qu'au fond, 40% de la population pense comme moi. Chinois ou Taïwanais et Chinois, la question est régulièrement posée à la population de l'île.
Alors qu'à la fin de la dictature, dans les années 1990, 20% seulement de la population se déclarait taïwanaise, à l'exclusion de toute autre identité, cette proportion est aujourd'hui largement majoritaire, 64%. Quant à ceux qui se disent uniquement chinois, ils ont aujourd'hui quasiment disparu. Jamais pourtant les deux économies n'ont été aussi imbriquées. Plusieurs centaines de milliers de Taïwanais travaillent sur le continent. Et la Chine absorbe 40% des exportations taïwanaises. Même au sein des milieux d'affaires, les regards se détournent désormais de la République populaire. Je m'appelle Robert Cao. Je suis l'un des pionniers du secteur des semi-conducteurs à Taïwan. Robert Cao, 75 ans, est le fondateur du groupe UMC. 20 000 employés, le troisième groupe de semi-conducteurs au monde. En 1976, Robert Cao faisait partie du groupe de brillants ingénieurs envoyés aux États-Unis par le gouvernement taïwanais pour maîtriser cette technologie d'avenir. Elle est utilisée depuis dans la plupart des objets du quotidien, voitures, ordinateurs, smartphones. Taïwan en détient aujourd'hui le quasi-monopole. Dans les années 2000, alors que la Chine s'ouvre au monde, Robert Cao participe à l'inauguration de la première usine de semi-conducteurs sur le continent. Ce grand collectionneur d'art chinois est proche alors du pouvoir de Pékin. Il milite pour l'unification. À l'époque, la situation de la Chine continentale était vraiment prometteuse. Le boom économique nourrissait la croissance du monde entier. On pouvait espérer que le pays devienne une démocratie. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était une erreur, je pense. Le détonateur de sa prise de conscience, ce sont les émeutes de Hong Kong en 2019. La ville avait été rétrocédée par le Royaume-Uni à la Chine en échange d'un statut à part qui préserve son identité démocratique. Un pays, deux systèmes. Mais au printemps 2019, le régime annonce une réforme qui rompt avec les promesses faites et mettra fin à la spécificité hongkongaise. Robert Cao vit alors sur place. Le Parti communiste chinois a fait appel à des gangs criminels. Et le 21 juillet, ils ont envoyé leurs sbires dans la station de métro de Yuenlong. Ils ont battu des citoyens hongkongais à coups de bâton. Ils voulaient leur faire peur pour que les manifestations s'arrêtent. Ce genre de hooliganisme m'a fait complètement désespérer du Parti communiste chinois. Le milliardaire en est convaincu, en cas d'unification, Taïwan connaîtra le même destin que Hong Kong. Il décide de rentrer dans l'île pour participer à la guerre, inévitable selon lui, et il a annoncé un don, 100 millions d'euros pour la défense de Taïwan. 30 millions financent déjà une école de formation à la défense civile, l'Académie des ours noirs, l'animal emblématique de l'île. Sur un champ de bataille, il faut rester sur ses gardes en permanence. L'ennemi peut être près de vous sans que vous le sachiez. D'accord ? Restez sur vos gardes lorsque votre collègue soigne quelqu'un. Dites-lui de se dépêcher. Et dès que c'est fini, partez immédiatement, ok ? Cet après-midi, ce pompier délivre un enseignement sur les blessures de guerre. Manipulation d'un garrot tourniquet, gestes de premier secours, techniques de lutte contre la désinformation en ligne. Le stage dure 2 jours et depuis sa création en 2021, il affiche complet.
Lorsque vous avez terminé, levez la main et criez. Ok, super, tout le monde est rapide. 30 secondes, c'est parfait. À Taïwan, le service militaire est réservé aux hommes et se limite à 4 mois. Cette durée passera à 1 an à partir de 2024, mais peu de monde se sent préparé à faire face à une invasion. Et l'agression russe en Ukraine n'a rassuré personne. Je pense qu'il faut toujours se préparer au pire. C'est comme souscrire à une assurance. Ici, je fais l'apprentissage de connaissances qui me permettront de réagir à une situation totalement inconnue et je pourrai en faire profiter mes proches. Je suis né dans les années 50, donc j'ai connu des temps difficiles, la loi martiale, et je ne veux pas que Taïwan les revive. Aujourd'hui, il est évident que notre voisin veut faire de nous ses esclaves, et c'est inacceptable. En 1 an, 3000 personnes ont fait le stage. Pas suffisant selon Robert Tsao, qui a pour ambition de former 3 millions de citoyens et multiplie les interventions dans les médias contre les partisans de l'unification. Vous voulez vraiment transférer notre souveraineté au continent? Nous élisons notre président. Nous sommes des citoyens égaux. Vous voulez vraiment vivre sous un régime autocratique? Il faut s'unir. Et si la guerre arrive, combattre comme les Afghans face aux Russes et face aux Américains. Et pour unir les citoyens de l'île et clarifier les choses, le milliardaire se déclare partisan de l'impensable. Changer la constitution pour changer le nom du pays, qui s'appelle toujours République de Chine, en Taïwan. Mais Pékin a prévenu, ce pas symbolique vers une indépendance officielle, c'est la guerre. Si une très grande majorité de Taïwanais ne veut pas de l'unification, ils sont tout aussi nombreux à préférer le statu quo, à ne pas vouloir provoquer la Chine, surtout dans les territoires les plus proches du continent, comme ici, à Kinmen. C'est un confetti de terre enclavé en zone rouge, une collection d'îles distantes de quelques kilomètres seulement des gratte-ciel de la République populaire de Chine. L'archipel de Kinmen, autrefois appelé Chemoy, a connu la guerre, la vraie, avec son lot de destruction. C'était dans les années 50. Point de tension extrême dans les relations internationales, Quemoy vit isolé derrière un rideau d'obus que déversent les batteries côtières de la Chine communiste. L'hôpital militaire abrite beaucoup de blessés qui n'avaient pas d'uniforme. Les rues et les maisons de l'île portent la marque de la guerre. Dans cette maison, nous avons reçu plusieurs obus. 2 sont tombés devant, sur la façade. Un autre a traversé le plafond au 3e étage. Et juste là dans la cour, 3 autres obus sont tombés. Lorsque l'obus a éclaté, un éclat a brisé mon avant-bras gauche. Il s'est complètement séparé de mon corps. J'ai dû subir 3 opérations pour le recoudre. Mais le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est ici, à la hanche. Vous voyez? Il n'y a plus d'os ici. Natif de l'île, officier de carrière, Lin Matang a connu Kinmen pendant la guerre froide.
L'archipel était alors directement placé sous autorité militaire. 100 000 soldats stationnés dans un immense réseau de bunkers. Des obus pleuvaient de part et d'autre, un jour sur deux, jusque dans les années 1970. Kinmen était alors l'avant-poste de Taïwan. Quand soufflent les vents favorables, d'énormes ballons emportent vers le continent communiste, situé à moins de 5 km, de menus produits destinés à saper le moral de l'adversaire. Il doit ainsi tomber du ciel sur la côte communiste plus de paquets de biscuits, de tubes de pâte dentifrice, de sous-vêtements féminins enveloppés dans le portrait de Chiang Kai-shek qu'il n'est tombé de manne sur la tête des Hébreux. Et pour faire bonne mesure, 15 heures par jour, de puissants haut-parleurs vont porter jusqu'à l'intérieur des terres communistes la ration quotidienne des accusations nationalistes contre le régime de Pékin. En 1994, l'immense majorité des soldats est partie et des millions de touristes les ont bientôt remplacés, venus de Chine continentale. Pékin fournit désormais l'eau aux îles et a même proposé de bâtir un pont. Les habitants de Kinmen applaudissent, vétérans en tête. Ils n'arrêtaient pas de nous hurler dessus, 24 heures sur 24. Et on faisait la même chose. On nous avait appris à les haïr. Et maintenant, on a plein d'amis, de la famille, de l'autre côté du détroit. Ils viennent souvent nous rendre visite avec le ferry. Partisan de la Chine, partisan de l'unification, Lin Matang se vit surtout en partisan de la paix. Pas question de provoquer le puissant voisin. Pas question de voir les menaces du régime communiste, formulées très officiellement à la télévision d'État chinoise, mises à exécution. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. Et Taïwan est une partie inaliénable du territoire de la République populaire de Chine. La Chine s'oppose fermement à toute forme d'interaction entre la région de Taïwan et d'autres pays qui ont des liens diplomatiques avec la Chine. Nous prévenons les autorités de Taïwan une nouvelle fois. La moindre action de leur part qui interromprait le cours de l'histoire sera rejetée par le peuple chinois. La Chine ne laissera jamais Taïwan proclamer son indépendance. Tous ses dirigeants rêvent d'accomplir la réunification pendant qu'il est aux affaires, pour laisser une trace dans l'histoire. Un pays, deux systèmes, bien sûr. Sinon, ce sera la guerre. Est-ce que vous parlez politique avec vos enfants ou vos petits-enfants? Non, pas vraiment. Le patriarche saura-t-il un jour si sa progéniture est d'accord avec lui? Sans doute serait-il surpris. À Taïwan, 83% des jeunes de 18 à 29 ans déclarent se sentir uniquement taïwanais. Née après la levée de la loi martiale, cette génération de millennials tourne plus volontiers ses regards vers le Japon, la Nouvelle-Zélande ou l'Europe que vers la Chine. Elle ne craint ni de prendre la parole, ni de se moquer ouvertement de la Chine continentale et de sa propagande, sur les réseaux sociaux ou par le biais de vidéos parodiques.
Bonjour et bienvenue à la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères à destination des médias chinois et étrangers. Tout dans cette satire ressemble à l'original, à un détail près, les drapeaux rouges affichent des visages de Winnie l'ourson, l'avatar caricatural du président chinois Xi Jinping. À part ça, tout est crédible. Je n'ai rien à répondre à cette question médiocre. Question suivante. La vidéo a été produite dans ce studio de Taipei par cette jeune femme. Sandra Ho, 29 ans, est une figure montante du paysage médiatique taïwanais. Le panneau situé au-dessus du porte-parole indique normalement les abréviations de leur ministère. Mais nous avons choisi délibérément d'écrire « Ministère de Winnie l'ourson ». Ils disent toujours qu'il faut appliquer les ordres du parti, et là, ils appliquent les ordres de Winnie. Nous savons que ce mot « Winnie » est complètement banni de la grande muraille numérique chinoise. Et c'est évidemment plus intéressant pour nous, et encore plus drôle, d'utiliser Winnie le plus possible dans nos sketchs. Sandra Ho a eu l'idée de cette parodie lors d'un voyage d'étudiants en Chine, financé par Pékin. Elle y découvre l'ampleur de la propagande sur les chaînes de télévision autorisées et commence à les imiter. Succès fulgurant. La chaîne ICTV, référence à CCTV, la chaîne publique chinoise, compte 1 200 000 abonnés sur YouTube. Multipliant les formats, l'émission est devenue un phénomène de société. Les gens ont pris conscience que la guerre était possible, notamment depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Et cela angoisse tout le monde. Il est impossible de prévoir quand elle pourrait se déclencher. Et pourtant, il faut continuer à vivre. Notre programme sert de catharsis. Il permet aux gens d'exprimer leurs émotions. Notre nationalité officielle est celle de la République de Chine, donc c'est écrit « République de Chine » sur notre passeport. Mais comme tout le monde nous connaît sous le nom de Taïwan au niveau international, c'est aussi écrit Taïwan. La situation ubuesque de Taïwan et son histoire chaotique sont une autre source d'inspiration. Le programme le plus populaire de la chaîne se moque d'une autre dictature, celle de Chiang Kai-shek. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre programme spécial pour la fête nationale. Aujourd'hui, nous enregistrons ce journal télévisé depuis le lieu de sépulture de notre défunt président Chiang Kai-shek. En cette année d'épidémie et de guerre, nous sommes heureux de bénéficier de la protection des esprits de notre président. Je vous invite à chanter les louanges de la mère patrie et de la Chine libre. Veuillez vous lever, surtout ceux qui ne se sont pas levés avant. Ce ton mordant et engagé, la marque d'une maturité démocratique, est celui de toute une génération. Il est né lors du mouvement des tournesols en 2014, dont Sandra Ho a été témoin direct. À l'époque, plusieurs centaines d'étudiants envahissent le Parlement taïwanais pour protester contre un projet de loi du gouvernement d'alors dirigé par le Kuomintang. Il prévoyait un accord de libre-échange avec la Chine communiste, première étape vers l'unification. La jeunesse prend symboliquement le pouvoir, c'est un tournant majeur. La conséquence la plus importante de ce mouvement, selon moi, est que les gens se sont dit que la politique était une chose importante, dont il faut s'occuper. Et certains d'entre nous ont commencé à œuvrer pour une implication plus grande des jeunes en politique pour que nos voix puissent être entendues dans le débat public. L'occupation du Parlement dure 3 semaines et s'achèvera pacifiquement avec l'abandon du projet de libre-échange.
2 ans plus tard, Taïwan élira une nouvelle présidente, démocrate progressiste, Tsai Ing-wen. Son gouvernement comprendra plusieurs figures du mouvement des tournesols. C'est le cas de la ministre des Affaires numériques, Audrey Tang, 41 ans, hackeuse autodidacte et transgenre. Elle symbolise à elle seule les innovations de la démocratie taïwanaise. Pourquoi est-ce que vous filmez notre entretien ? Nous croyons en la transparence et en l'ouverture vis-à-vis de nos concitoyens. Toutes nos rencontres avec des visiteurs et des journalistes se conforment à la même règle. Cela permet à tous de connaître la façon avec laquelle s'est déroulée l'interview, mais aussi de pouvoir l'utiliser librement et gratuitement, selon le principe des licences Creative Commons. Cet idéal de transparence radicale, Audrey Tang l'a appliqué avec succès pendant la première épidémie de Covid en 2020. Plutôt que de confiner la population, les autorités taïwanaises ont alors misé sur l'intelligence artificielle et le partage des informations. Audrey Tang a ainsi coordonné une initiative lancée par des hackers, une cartographie des stocks de masques du pays en temps réel. Résultat, une des proportions de morts les plus faibles au monde à l'époque, mieux que la Chine et ses méthodes autoritaires. Sur Internet, le visage de la ministre et ses nombreux mèmes sont devenus la meilleure publicité du pays. Bonjour, je m'appelle Audrey Tang, ministre des Affaires digitales de Taïwan. Je suis heureuse de partager avec le monde entier notre recette d'une bonne démocratie digitale. Dans cette fausse recette du bubble tea, la ministre met en avant un site internet où tous les citoyens taïwanais, même les plus jeunes, peuvent participer à l'élaboration des lois et proposer des initiatives populaires. La moitié de la population aurait déjà consulté le site. On a banni l'usage des pailles en plastique à la suite d'une initiative populaire. C'est ça l'esprit de la démocratie digitale taïwanaise. Premier membre transgenre d'un gouvernement au monde, anarchiste revendiqué, Audrey Tang a élaboré une définition originale de l'identité taïwanaise. Nous sommes une société d'immigrés, c'est-à-dire que le père de mon père, par exemple, est venu de la province chinoise du Sichuan. Ma grand-mère paternelle, elle, est venue de la ville de Lugang. On peut donc dire que plusieurs mémoires cohabitent à Taïwan, et plusieurs langues. Nous avons 20 langues nationales. Comment vivre en harmonie avec une telle diversité? Cette question forme une partie importante de notre identité. Moi-même, je me définis comme non-binaire en termes de genre. Et officiellement, je n'ai aucune orientation politique. Plusieurs cultures, plusieurs genres et plusieurs générations fusionnent. Et pour moi, ce sont les consensus que nous concluons pour surmonter nos conflits qui définissent notre identité. Taïwan subit tout le temps des tremblements de terre. 3 petits séismes en moyenne tous les jours. Et ces séismes ont entraîné la formation du mont Jade, notre point culminant qui continue à grandir. En d'autres termes, c'est notre résilience au conflit qui nous permet de créer des valeurs communes. C'est ça pour moi la vraie identité.
Pays le plus démocratique d'Asie selon le classement du magazine The Economist, Taïwan pointe au 8e rang mondial, devant l'Allemagne et devant la France. L'île fait figure de modèle et de refuge. Yel peuvent ici danser et aimer sans crainte. Taïwan est le premier pays d'Asie à avoir légalisé le mariage entre personnes de même sexe en 2019. La marche des fiertés de Taipei est la plus populaire du continent, 120 000 participants en 2022. 35 ans seulement après la levée de la loi martiale, la trajectoire de Taïwan force le respect et inspire des artistes comme la réalisatrice Zero Chu, venue braver la pluie avec sa partenaire. Ce genre d'atmosphère me rend fière de mon pays. J'aime vraiment le fait que Taïwan ait été capable d'en finir avec le culte de l'homme fort. Un grand pays n'a pas besoin d'un homme providentiel. Il a besoin d'une société de citoyens. C'est ça, une société adulte. Cette identité ouverte, brandie en étendard, apporte un souffle d'optimisme. Suffira-t-elle à tenir à distance les appétits de Pékin ?